L'histoire commence dans la ville de Shanghai. Dans une pièce calme, une femme aux cheveux bleu-vert, Zhan Wangshan, allaite son nouveau-né. Elle dit à son bébé, Shen Shen, combien il a de la chance de simplement manger et dormir, souriant que même si elle perd le sommeil à cause de lui, cela en vaut la peine s'il grandit en bonne santé. À son insu, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et a la conscience de sa vie antérieure. Pendant qu'il se nourrit, il note que son cerveau n'est pas complètement développé, mais il est conscient. Un écran de statut bleu apparaît, l'identifiant comme Lin Zishan, 33 ans avec un niveau biologique de niveau 1 ordinaire. Il réalise qu'il a une capacité de triche spéciale. À 3 mois, Lin Zishan est dans son berceau tandis que ses parents, Zhan Wanshen et Lin Yancheng, le regardent. Son père remarque à quel point le bébé semble doué physiquement, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes ou au moins un cyborg. Pendant qu'il parle, Lin Zishan donne des coups de pied. Une notification du système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, lui accordant l'attribut biologique utilisé et avancé. Cette compétence permet à toute partie de son corps qu'il entraîne de devenir infiniment plus forte dans les limites à base de carbone. Il sent sa force grandir et se demande ce que son père voulait dire par fusionneur de gènes et cyborg, imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Zekin a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il s'entraîne uniquement la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois, il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents sans que cela ne paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur les bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zekin comprend que ce monde est très différent de son ancien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique, où les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique, où les humains fusionnent leurs gènes avec des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leur propre pouvoir. Réalisant les dangers, Lin Zishan réincarné décide d'utiliser son système pour grandir en toute sécurité, faire évoluer ses capacités tout en se faisant discret, et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhan Wangshan ouvre à une femme en robe bleue, Shu Meng, leur nouvelle voisine d'un accent grave côté. Shu Meng présente sa famille, son mari, Shen Jiani, et leur jeune fille, Shen Qing'an, qui sert une poupée. Lin Zishan regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît Shen Qing'an comme sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe et Lin Zishan se consacre à l'entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence utilisée et avancée, il a maîtrisé la course, le saut et le langage de base en se parlant à lui-même, gagnant des points de statistiques pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'à faire des redressements assis et des pompes dans son berceau. Il fait attention à ne pratiquer que lorsque ses parents ne sont pas là. Mais un jour, sa mère, Zhan Wangshan, entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des redressements assis. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans web, elle rejette cela comme une hallucination induite par le stress. Lin Zekin fait immédiatement semblant de dormir, poussant un soupir de soulagement et se faisant une note mentale pour être plus prudent. Quelques jours plus tard, en lui donnant un bain, Zhan Wangshan fait une autre découverte choquante. Elle appelle son mari, Lin Yancheng. Quand il se précipite, elle souligne que leur fils de 8 mois a des abdos définis. Lin Yancheng est stupéfait. Il suggère avec enthousiasme que leur fils pourrait être un prodige unique en son genre avec un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. En entendant ce récit de génie, Lin Zishan est soulagé que son secret soit en sécurité, réalisant à quel point il a de la chance d'avoir 2 auteurs de romans web pour parents. Lin Zishan réfléchit au fait que sur cette terre mutée, il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille d'arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhan Yuanshan serre son fils contre elle, déclarant fièrement que son Shanshan est tout aussi incroyable. Lin Zishan est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il sera également capable de soulever 20 kg quand il aura 2 ans. Au moment où Lin Zishan a 2 ans, son entraînement a porté ses fruits. Il a fait profil bas tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans la pièce de stockage. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle que Hanan, le surnom de Shen Qing'an, est là pour jouer. Surpris, il pose le poids et sort. Il ouvre la porte et trouve Shen Qing'an, maintenant aussi âgé de 2 ans, lui offrant une tartelette. Lin Zishan remarque intérieurement qu'en raison de leurs différents âges mentaux, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est une enfant typique, il utilise chaque instant pour s'entraîner. Il a trouvé une façon unique de passer du temps avec elle. Puisqu'elle aime rester près de lui, elle sert de gilet lesté de taille personnalisé parfait pour ses exercices. Il y a cependant un problème récurrent, dont il se souvient lorsqu'il ressent une chaleur humide et crie que Hanan a encore fait pipi sur lui. Une autre année passe. À l'âge de 3 ans,
la force de Linzéchin a augmenté de façon exponentielle, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision, il voit un reportage sur un prodige de 4 ans soulevant un haltère de 30 kg et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système indique toujours son niveau biologique comme niveau 1 ordinaire. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le niveau 2. Avec ces questions en tête, il sort de sa maison pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant avec des hommes bêtes et des cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leurs voisins, Shumeng et Shen Qinyan, il se dirige vers la bibliothèque. Comme ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère l'oriente vers la section pour enfants, mais Linzichan se dirige vers des encyclopédies avancées avec un Shen Xingan inquiet qui le suit. Les mères regardent avec confusion. Shumeng demande pourquoi il aime ces livres, et Zhan Wangxin suppose que ce sont ses gènes de génie. Alors que Shen Qingan lui offre des biscuits, Linzichan est absorbé par sa lecture. Grâce aux livres, il apprend que toute vie est classée en 6 niveaux biologiques, ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 niveaux. Il réalise que les humains normaux comme ses parents sont en bas, niveau 1 ordinaire, aussi insignifiants que des fourmis comparés aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance allume un feu sous Linzichan. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lisez 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité d'entraîner à la fois l'esprit et le corps, il accepte. Pendant l'année suivante, Linzi peut partager son temps entre l'entraînement physique et une lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qinyan commencent la maternelle, en tenant la main de leur enseignante, Mademoiselle Zhang Mei. Son travail acharné porte ses fruits. Peu après le début de l'école, il passe au 2e niveau ordinaire. Sa prouesse physique est immense. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur de 1,2 m et sprinter sur 100 mètres en moins de 11 secondes. Des statistiques exceptionnelles pour un adulte, sans parler d'un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants entourant Shen Xingan en pleurs, la traitant de pisseuse au lit. Voyant son ami se faire harceler, il sait qu'il doit agir. Il saute dramatiquement au centre des brutes. Il les regarde fixement et lance une menace terrifiante. Si quelqu'un brutalise Anan à nouveau, il pissera sur son lit tous les jours. La menace enfantine mais menaçante fonctionne. Les brutes éclatent en sanglots, jurant de ne jamais retourner à la maternelle. Shen Qinyan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque une nouvelle réussite, le titre de roi des enfants de maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il reçoit la racine céleste de la sagesse, lui accordant une mémoire eidétique parfaite et une capacité d'apprentissage humaine maximale. Le temps passe vite, et Sun et Shen Qingan ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin d'études de maternelle. Même pendant les vacances, Linzichan ne se repose pas, maintenant assez fort pour s'entraîner avec une barre massive de 200 kg. Pendant les vacances, ses capacités ont atteint de nouveaux sommets. Il pouvait sauter de plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes aux 100 mètres avec un temps de 7 secondes et 98. Son esprit était tout aussi vif, stimulé par son nouvel attribut. Il avait déjà terminé la plupart du programme de l'école primaire. Sa nouvelle vie a commencé à l'école primaire Sunshine. Parce qu'il étudiait déjà seul des matières avancées, les concours universitaires étaient faciles. Il a facilement remporté la première place au concours académique national des écoles primaires juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qingan. Bien qu'elle n'ait pas un talent exceptionnel, elle était assidue. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées. Et après un semestre, elle était classée 2e de la classe avec Linzichan en première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé à des rencontres sportives scolaires, battant tous les records. Juste au moment où il pensait que sa vie scolaire se poursuivrait dans cette routine prévisible, un nouvel élève transféré spécial est apparu. Le professeur a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bexu. Linzichan a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, il pouvait sentir une faible aura inhabituelle qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle étudiante transférée, Bexu, marche pour trouver un siège, les autres élèves la regardent avec curiosité. Shen Xingan se penche vers Linzichan, qu'elle appelle Xiao Shen, et murmure à quel point les cheveux de Bexu sont jolis, comme des flocons de neige d'hiver. Cependant, Linzichan n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Bexu s'assoit près de lui, son esprit est absorbé par l'étrange aura non humaine qu'il ressent d'elle. Il se demande si elle pourrait être un fusionneur de gènes ou la descendante d'un tel. Dans les jours qui suivent, Bijay se révèle être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès que le cours se termine, restant immobile. Elle se lève à peine pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux,
prenant même des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent de l'intérêt, et la salle de classe reprend sa routine. Cette paix est brisée plus d'un mois plus tard. Un phénomène bizarre commence. Bae-shui commence à sécréter un liquide blanc visqueux. La substance a une odeur nauséabonde et coule sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de la terrible odeur. Un garçon mesquin ricane un commentaire grossier sur le liquide, puis verse sa bouteille d'eau sur sa tête, affirmant qu'il la lave. Humilié et trempé, Bae-shui serre son poing sur le bureau, et des larmes coulent sur son visage alors qu'elle commence à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les brutes éclatent d'un rire cruel face à sa détresse. Regardant depuis leur bureau, Shen Qinggan se tourne vers Lin Zishan avec une expression inquiète, lui demandant s'ils peuvent aider la pauvre Bae-shui. Lin Zishan est confus. Il avait senti que Bae-shui était dangereuse, il ne comprend donc pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il marche vers les brutes, il réévalue son évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il réalise que pour l'instant, elle n'est pas une menace. Elle n'est qu'une fille faible qui se fait brutaliser, et il doit intervenir. Lin Zishan s'approche de la brute principale et l'attrape par le col, appelant son nom, Guanshin. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau du bureau de Bae-shui. Guanshin est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres brutes savent qu'ils ont des ennuis. Lin Zishan est connu à l'école pour être doué à la fois en études et en combat. Même les élèves de 6e n'osaient pas se moquer de lui. Sachant qu'il vaut mieux se conformer, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le désordre. Une fois le bureau propre, le regard de Lin Zekin balaie le groupe. Il ordonne à toutes les personnes impliquées de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les brutes, en sueur et terrifiées, s'exécutent rapidement. Ils s'alignent devant son bureau et inclinent la tête, offrant des excuses et promettant de ne plus jamais la brutaliser. Une fois les brutes parties, Bae-shui lève les yeux, ses yeux toujours larmoyants. Elle remercie avec gratitude Lin Zishan et Shen Qinggan. Shen Qinggan pose une main réconfortante sur l'épaule de Bae-shui, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qinggan se donne pour mission de se lier d'amitié avec la fille aux cheveux blancs et silencieuse, traînant toujours Lin Zishan avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qinggan est particulièrement gentille, partageant toujours ses collations les plus savoureuses avec Bae-shui en premier. Pendant l'un de ces moments, alors que Shen Qinggan lui offre une friandise, Bae-shui hésite. Elle les regarde et leur demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle parce qu'elle sent si mauvais. Elle explique qu'elle est désolée de ne pas leur avoir fait confiance, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été ostracisée par tout le monde. Avoir quelqu'un de gentil avec elle lui semble tellement irréel qu'elle pense qu'elle doit rêver. Bae-shui lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qinggan lui dit fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qinggan sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, donc elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare que tant que Bae-shui le veut, elles seront amies pour toujours, entraînant un Lin Zishan légèrement exaspéré dans la promesse. Submergé par l'émotion, Bae-shui serre fort Shen Qinggan dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage alors qu'elle les remercie de leur gentillesse. Après s'être calmée, elle leur dit qu'elle veut leur faire un cadeau en retour. Elle tend un collier avec une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que cela puisse être un symbole de leur amitié. Shen Qinggan accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, au moment même où leur nouvelle amitié se consolidait, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Qinggan est stupéfaite d'apprendre que Bae-shui a été transféré hors de l'école. Lin Zishan confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de retrait. Il se souvient l'avoir regardé depuis l'embrasure de la porte du bureau du directeur. Il a vu Bae-shui avec le directeur et un grand homme intimidant avec des bras cybernétiques. Le directeur a assuré à l'homme que les papiers de Bae-shui étaient complets et que ses informations resteraient confidentielles. La rencontre a confirmé les soupçons de Lin Zishan selon lesquels l'identité de Bae-shui n'était pas simple. À partir de ce jour, il n'a plus jamais revu Bae-shui, et il s'est demandé ce qu'elle était devenue. Mais il note que les événements qui ont suivi ont vraiment capté son attention. Quelque temps plus tard, Lin Zishan est chez lui en train de masser les épaules de sa mère, Zhan Wangxin. Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée de frappe. Lin Zishan note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles, grâce à sa racine céleste de sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un reportage majeur. Il présente une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lin Zishan reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant s'ils essaient d'en faire un influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon est issu d'une famille d'arts martiaux millénaires, ils ont donc probablement une technologie de fusion génétique avancée. Zheng Wangxin soutient qu'il est mal d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari rétorque que pour une telle famille,
les intérêts familiaux passent en premier, ce qui lui vaut un sarcastique tu sais tout de sa femme. Pendant que ses parents se disputent, Linzichan est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kg. Maintenant, il peut soulever 500 kg, une augmentation de 5 fois. En comparaison, Linzeken, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kg d'une seule main sans aucune fusion génétique. Il conclut avec un coup de poing confiant que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance montait en flèche, mais ce sentiment fut de courte durée. Le reportage suivant lui a appris le vrai sens de la peur. Les dernières nouvelles montrent une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une explosion massive. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été menée par des rats aberrants géants. L'écran montre des images horribles de rats monstrueux grouillant dans les ruines, capturant une femme hurlant dans leur mâchoire massive, puis la dévorant brutalement. Le reportage se poursuit, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque des rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un responsable du pays Sakura dévasté plaide pour une aide internationale expliquant que les hérétiques sont un culte obscur manipulant les bêtes. En regardant les nouvelles, Linzechin apprend que le culte est une organisation anti-humaine de traîtres qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre gain. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, lui donnant un endroit sûr pour devenir plus fort tout en se faisant discret. Ses pensées sont brisées par des bangs soniques à l'extérieur. Il se précipite à la fenêtre et tire le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés voler dans le ciel nocturne. Il se demande pourquoi tant de personnes sont déployées, espérant qu'il ne se passe rien de grave. Le lendemain matin, tout semble normal. Linzichan attend Shen Kingan, qui arrive en courant en s'excusant d'être en retard. Alors qu'elle approche, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier de croc de bête que Beishuei leur a donné, maintenant porté par Shen Kingan, émet une lueur bleu vif. Il se rend compte que le croc provient d'une bête aberrante et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait ressentie chez elle. La lueur s'estompe aussi vite qu'elle est apparue, et les deux n'y pensent pas beaucoup. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, Linzichan sent que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Sur le chemin de l'école, une femme frappante avec de longs cheveux roux dans une robe noire s'appuie contre un lampadaire en les regardant. Elle commente à quel point ils sont adorables et se place devant eux en leur demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Kingan la corrige fièrement, expliquant qu'ils sont les meilleurs amis d'enfance. La femme sourit tristement, remarquant combien elle aimerait avoir un ami d'enfance aussi. Puis son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux brillants, et leur demande pourquoi ils vont seuls à l'école et où sont leurs parents. Alors que Shen Kingan commence à répondre, Lindsay peut rapidement lui prendre la main, la coupant. Il l'entraîne avec lui, déclarant qu'ils vont être en retard, laissant la femme mystérieuse derrière eux. Une fois à une distance sûre, il gronde doucement Shen Kingan, lui rappelant de ne pas parler aux étrangers. Elle hoche la tête. Après l'école, Linzichan les conduit à travers une ruelle déserte. Shen Kingan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. Linzichan explique que la zone est prévue pour la démolition et que tout le monde a déjà déménagé. Leur promenade est interrompue par une voix familière. La femme aux cheveux roux du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de l'école. Elle n'est pas seule. Un grand homme musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. Linzichan est alarmé. Il avait délibérément choisi un itinéraire différent, mais elle les avait en quelque sorte suivis. La femme essaie de les attirer plus près avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, s'impatiente. Il lui dit d'arrêter de parler et d'assommer les enfants pour qu'ils puissent en finir. Sans un autre mot, Sheng se précipite vers eux avec un tissu, criant qu'il est pressé de les vendre contre de l'argent. Alors qu'il s'approche, Linzichan pousse Shen Kingan hors de son chemin et se met en position pour l'affronter. Il serre le poing et lance un coup puissant de toutes ses forces. Le coup atteint le visage de Sheng de plein fouet, stoppant l'homme plus grand dans son élan. La force immense envoie Sheng voler en arrière dans l'allée avec un cri de douleur. La femme aux cheveux roux regarde avec incrédulité, choquée qu'un écolier puisse envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang, étourdi. Sheng étant à terre, Linzichan se tourne vers la femme aux cheveux roux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui assène un solide coup de poing au ventre, suivi d'un puissant uppercut qui la met KO. Debout au-dessus des kidnappeurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sont sombres. Il se dit qu'avec l'absence de caméra dans l'allée déserte, il doit les achever. S'ils vivent, ses pouvoirs surhumains seront révélés, ruinant son plan de se faire discret et de devenir plus fort. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue l'allée, les prenant au dépourvu. Un instant plus tard, une main griffue massive défonce le mur d'un bâtiment voisin. Un monstrueux rat aberrant géant émerge de la poussière et des décombres, les dominant de sa taille. La bête ignore les enfants et se penche sur la femme inconsciente, mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un rapide coup de griffe. Le rat ramasse ensuite sa tête coupée alors que Shen Kingan hurle de terreur. Reconnaissant le danger, Linzichan prend Shen Kingan, horrifié, dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant,
et qu'ils doivent se mettre en sécurité. Ils se retournent et s'enfuient, la portant pendant leur fuite. Alors qu'ils s'échappent, un éclair rouge et or traverse le ciel. Une cyborg avec des cheveux blonds et des oreilles de lapin sur son casque plonge dans l'allée. Elle se déplace à une vitesse incroyable, un éclair de mouvement alors qu'elle dépasse le rat. Shen Xingan, regardant par-dessus l'épaule de Linzeken, s'exclame à quel point le cyborg est incroyablement rapide. Le cyborg atterrit gracieusement derrière le monstre. Faisant face au rat, la cyborg se prépare à attaquer. Son gantelet brille alors qu'elle charge son arme et annonce une fumée anesthésiante. Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant des explosions massives qui secouent l'allée. Linzichan protège Shen Qing'an de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions ardentes, rugissant de douleur, et est étourdi par la fumée anesthésiante. Voyant son opportunité, la cyborg se précipite et achève la bête affaiblie dans une rafale de coups. Plus tard, Lindsay regarde un reportage sur l'incident à la maison. Il analyse le combat, concluant que le niveau de puissance du cyborg n'est probablement pas très élevé. Il se dit qu'elle a dû d'abord affaiblir le rat, et qu'il lui a quand même fallu 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures résistantes qui peuvent dépasser 10 mètres de long et atteindre le 5e niveau ordinaire. Heureux qu'il se soit échappé indemne, l'incident lui rappelle les dangers du monde. Il décide d'intensifier son entraînement pour se protéger et protéger ceux qui lui sont chers. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement en train de faire des squats lestés avec une lourde barre, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qing'an fêtent leurs 9 ans avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de sagesse, Linzichan avait appris à sculpter en une nuit et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qing'an. Elle est folle de joie, la met dans ses cheveux et s'exclame à quel point elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt Linzichan et Shen Qing'an sont diplômés de l'école primaire et commencent le collège. Alors qu'ils partent, son système lui notifie qu'il a terminé la réalisation de 9 années d'enseignement obligatoire, débloquant les titres de roi des enfants de maternelle et de caïd de l'école primaire. Il est impatient de débloquer ensuite le titre de seigneur du collège, qui lui accordera l'attribut de la survie du plus apte. Pendant la pause, il s'en tient à un régime d'entraînement de haute intensité. Son entraînement comprend 1000 pompes avec un énorme rocher sur le dos, lui accordant d'énormes augmentations de statistiques. Son travail acharné porte ses fruits. Juste avant le début de l'école, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a percé jusqu'au 3e niveau ordinaire. Ses attributs physiques ont augmenté de façon spectaculaire. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, un saut vertical de 4 mètres et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que son pouvoir grandit, il se demande quel niveau a atteint le prodige de Kyoto. Par coïncidence, une nouvelle histoire passe à la télévision la veille de la rentrée scolaire. Le reportage révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. Linzichan calcule que puisque les gènes de fourmis géantes augmentent la force d'un facteur de 4 à 8, la véritable capacité de levage du prodige sans l'amélioration génétique n'est que d'environ 500 kg. Cela signifie que Linzichan est encore fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec la future fusion de gènes. Le lendemain, le collège commence. Parce qu'il était le meilleur élève de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège Shanai, mais seulement si Shen Qing'an pouvait être dans sa classe. Lors de l'inscription, ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal qui exprime à quel point ils comptent sur lui. Après quelques amabilités, il trouve une excuse et part avec Shen Qing'an. La vraie raison pour laquelle il a choisi le collège Shanghai était ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'école avant le début officiel des cours. Sur le terrain, Shen Qing'an, excité, dit à Linzichan, Xiaoshan, qu'il devrait commencer. Elle sert avec une floraison, appelant sa balle courbe d'effet. Linzichan attrape facilement le volant en plein vol, mais leur jeu est interrompu. Un groupe d'élèves de classe supérieure s'approche, et leur chef, avec une casquette à l'envers, arrache le volant, les informant que le terrain est réservé. Ses amis proposent moqueusement de laisser Shen Qing'an rester et s'entraîner avec eux. Shen Qing'an tient bon, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et qu'ils étaient là en premier. Linzichan, les voyant s'approcher trop près de Shen Qing'an, intervient avec une expression froide. Il leur dit de s'éloigner d'elle et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tient le volant et le lance en l'air, mais avant qu'il ne puisse servir, Linzecun bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une poussée de puissance, il saute et frappe le volant avec une force incroyable. Le volant traverse le terrain comme une fusée, un éclair blanc. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact brise sa raquette et fait voler sa casquette. Les élèves de classe supérieure sont choqués, transpirants et tremblants. Ils se demandent si Linzichan est humain, se demandant s'il est un fusionneur de gènes.
L'un d'eux note avec terreur que si le tir avait été légèrement décalé, la tête de leur chef aurait été emportée. Complètement intimidés, les élèves de classe supérieure s'inclinent profondément en signe d'excuse. Ils disent à l'un et Chang qu'ils comprennent les règles maintenant et qu'ils partiront immédiatement. Ils battent alors en retraite à la hâte. Peut-être parce que la nouvelle de l'incident s'est répandue, personne n'a plus jamais osé intimider Lin Zishan ou Shen Qinggan. À part être plus grande avec de meilleures installations, leur nouvelle vie scolaire était sensiblement la même. Académiquement, Lin Zishan était loin devant, ayant terminé le programme du collège il y a longtemps. Pendant les cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après les entraînements, il utilisait sa racine céleste de sagesse pour acquérir de nouvelles compétences en ligne, se lançant rapidement dans la cuisine, la photographie, la conduite, la natation et divers sports. Pour débloquer le titre de suzerain du collège, il ne s'est pas contenté de se classer premier dans chaque matière. Il a également représenté l'école dans des compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour rester discret, il faisait attention à ne pas gagner la première place dans toutes les compétitions. Un semestre passa et le titre ne s'était toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui ont valu de nombreuses fans qui ont laissé des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. À part donner des cours particuliers à Shen Qinggan, il s'est concentré sur le prochain festival sportif de l'école. Il pensait que s'il le dominait complètement, il finirait par débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'est inscrit qu'à 3 épreuves, le lancer du poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il a réalisé un lancer étonnant de 201 mètres au lancer du poids. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il a quand même facilement remporté la première place dans toutes ces épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qing'an, admirant sa médaille d'or, il a senti une nouvelle vague de puissance traverser son corps. Une notification du système est apparue, annonçant que, comme ses réalisations dépassaient de loin celles de tous les autres élèves, il avait débloqué le titre de suzerain du collège. Avec les 3 titres d'âge scolaire débloqués, la domination des 9 années d'enseignement obligatoire était complète, et il avait obtenu le nouvel attribut biologique, la survie du plus apte. Alors que la puissance le traversait, il réalisa avec satisfaction que le titre s'était enfin débloqué. Alors que Lin Zishan et Shen Qing'an quittent l'école, il considère son nouvel attribut de survie du plus apte. La capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence vitale d'autres créatures pour évoluer. Il se demande ce qu'est l'essence vitale, perdu dans ses pensées jusqu'à ce que Shen Qing'an lui demande d'attendre. Revenant à la réalité, il a une idée. Il demande à Shen Qing'an s'il peut lui emprunter son collier de croc de bête. Elle accepte et le lui tend. Au moment où ses doigts touchent le croc, une notification du système apparaît. Il l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal, débloquant un nouveau guide avec une progression de 1%. Une image spectrale d'un papillon noir massif avec des yeux sur ses ailes apparaît autour de lui. Il est stupéfait de réaliser que le croc est une dent de papillon. Cette nuit-là, espérant en savoir plus, il recherche en ligne le papillon géant abyssal. À sa grande surprise, la recherche ne renvoie aucun résultat. Réalisant qu'il devra étudier cette bête exotique par lui-même, il se souvient que Bessu leur avait donné une paire de crocs. Il fouille dans son sac et trouve la 2e dent. Tenant le 2e croc, il absorbe une fois de plus sa puissance. Une autre notification du système confirme qu'il a dévoré une 2e trace d'essence vitale, mais la progression du guide n'augmente qu'à 2%. Il regarde le croc avec déception, réalisant qu'il ne reste plus beaucoup d'essence vitale dedans. Il en conclut qu'il doit trouver un autre moyen de débloquer la pleine puissance du papillon géant abyssal. Le lendemain, après l'école, pour améliorer son entraînement et assurer une voie d'évacuation rapide contre les bêtes anormales, Lin Zishan commence à emmener Shen Qing'an à l'école et à revenir de l'école tous les jours à vélo. Alors qu'il quitte l'enceinte de l'école, un homme l'appelle. Zishan, l'homme en survêtement, les arrête et se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux de l'école. Il félicite Lin Zishan pour sa performance à la rencontre sportive, la meilleure de l'histoire de l'école. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'entraîneur Go l'invite officiellement à rejoindre l'équipe, insistant sur le fait que son talent athlétique surpasse ses capacités académiques. Il exhorte Lin Zishan à dire oui, mais lui offre également du temps pour se renseigner sur l'équipe avant de se décider. L'entraîneur Go parle si vite et avec tellement de passion que Lin Zishan n'a pas la chance de dire non. Agitant au revoir alors qu'il s'éloigne, l'entraîneur leur dit que l'équipe d'arts martiaux se trouve dans la salle C du gymnase et qu'il l'attendra s'il est libre de lui rendre visite le lendemain. Alors que le soleil se couche, Lin Zishan est de retour dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique qu'il a trouvé. Il ouvre ses mains pour examiner les insectes morts, mais ne ressent aucune poussée de puissance. Il réalise que tuer de si petites créatures ordinaires n'a pas déclenché la compétence. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques contiennent suffisamment d'essence vitale pour être dévorées pour son évolution. Pour vérifier sa nouvelle théorie, Lin Zishan décide de visiter un supermarché qui vend de la viande de bête. Avec Shen Qing'an à l'arrière, il les emmène à vélo en ville. Ils arrivent bientôt à un grand supermarché à plusieurs étages.
À l'intérieur, il se promène dans les allées, et Lin Zishan note que, bien qu'il y ait beaucoup de viande de bête, elle est entièrement préemballée. Il sait qu'il ne peut pas tester sa théorie sans toucher la viande. Alors qu'il se sent frustré, il entend un boucher faire la publicité de viande de bête fraîchement coupée. Il aperçoit un comptoir avec un panneau indiquant viande de bête fraîche, non préemballée, sans danger pour la consommation, où un boucher coupe de gros morceaux de viande. Disant à un Shen Xingang confus d'attendre, il dit qu'il va vérifier la viande. Il n'explique pas davantage, désireux de confirmer ses soupçons, et se précipite vers le comptoir. Il tend la main et pose sa main sur une tranche de viande de bête fraîchement coupée. Au moment où il entre en contact, une puissante vague d'énergie violette se déverse en lui. Comme il le pensait, la viande de bête contient une forte poussée d'essence vitale. Il serre le poing avec excitation, un large sourire sur son visage. Shen Qing'an regarde, perplexe, se demandant pourquoi il est si excité juste en touchant de la viande. Elle s'approche de lui avec un air d'inquiétude confuse, lui demandant comment la viande se sent. Essayant de faire bonne figure, Lin Zishan dit avec désinvolture à un Shen Qing'an déconcerté que la viande se sent juste plus fraîche que d'habitude et lui demande si elle veut la toucher aussi. Elle agite frénétiquement les mains et refuse, disant qu'il l'a assez touchée pour eux deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zishan décide d'acheter de la viande de bête pour essayer à la maison, surprenant Shen Xingang. Il n'est pas surpris par sa réaction, sachant que la viande de bête est incroyablement chère. Même l'option la moins chère, le calmar fantôme, coûte près de 1000 yens par jean. Décidant d'opter pour le calmar, il prend un paquet. Shen Qing'an panique en voyant le prix, disant que c'est trop cher et qu'il devrait d'abord demander à sa mère. Lin Zishan se contente de sourire et de lui caresser la tête pour la rassurer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, inventant un mensonge selon lequel sa mère lui avait déjà dit d'en acheter beaucoup pour leurs deux familles. Un flashback montre sa mère, Zhan Yuanshan, acceptant joyeusement de préparer un festin. Intérieurement, Lin Zishan admet que si le partage fait partie de son plan, sa raison plus importante est de tester s'il peut absorber l'essence de vie par la consommation, car il craint que l'absorption directe ne gâche la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calmar fantôme pour la somme considérable de 29,94 yens. La caissière le remercie. Alors qu'ils partent, Lin Zishan pense aux prix élevés de la viande et se demande quand ils pourront se le permettre à nouveau. Au moment où ils finissent de faire leurs courses, il est plus de 21 heures. Sachant que la ville a été chaotique ces derniers temps, ils décident de rentrer directement chez eux pour plus de sécurité. Sur le chemin du retour, Lin Zishan ne peut s'empêcher de penser à son expérience. Incapable d'attendre, il pose discrètement sa main sur le paquet de viande dans le panier. Il ressent immédiatement une vague familière d'énergie violette. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du calmar fantôme. Un nouveau guide pour la créature est déverrouillé, mais sa progression n'est que de 0,1%. Une image spectrale du calmar menaçant à plusieurs yeux apparaît dans son esprit. Alors qu'il traverse les rues calmes à vélo, il fait quelques calculs mentaux. Il se rend compte que dévorer une petite quantité de viande n'a déverrouillé qu'une fraction de son pouvoir. Il estime qu'il aurait besoin de dévorer 100 jeans pour atteindre 100% dans le guide, ce qui coûterait la somme ahurissante de 100 000 yens. Il considère la capacité spéciale du calmar à se dissoudre dans l'eau et à disparaître et décide que cette compétence puissante vaut le prix. Son objectif est clair. Il doit gagner une énorme somme d'argent car il ne peut pas en demander autant à sa famille. Il se souvient ensuite de sa deuxième raison d'acheter de la viande, pour vérifier si l'absorption de son essence de vie la ferait se gâter. Il jette un coup d'œil au paquet. Cela fait un moment, mais la viande a l'air parfaitement fraîche. Il sourit, ravi que l'absorption de l'essence ne gâche pas la viande. Alors qu'il continue à absorber son pouvoir, sa barre de progression pour le calmar grimpe à 3%. Sa concentration est interrompue lorsque Shen Qing'an crie un avertissement. Il freine brusquement, s'arrêtant à quelques centimètres d'un couple sur la piste cyclable, et s'excuse. Il se réprimande de ne pas avoir fait attention à où il allait, puis se demande pourquoi la voie est si fréquentée. Shen Xingang montre du doigt devant lui. Il voit une confrontation tendue. Un homme musclé aux cheveux roux tient une femme en otage sous la menace d'un couteau. Shen Xingang reconnaît avec terreur l'otage comme étant leur professeur, Chao Mei. L'homme crie des menaces à la foule. La zone est encerclée par des policiers qui tentent de désamorcer la situation à l'aide d'un mégaphone. Le capitaine de police retient un officier, Abing, lui disant de ne pas tirer imprudemment. Le capitaine explique que la cible est trop proche de l'otage et qu'il l'utilise comme bouclier, ce qui rend un tir propre impossible. L'officier suggère du gaz soporifique, mais le capitaine le rejette, craignant que cela ne provoque le suspect avant qu'il ne puisse faire effet. Pendant que la police hésite, Lin Zishan décide d'agir. Il ramasse discrètement un petit caillou sur le trottoir et le lance avec une vitesse et une précision incroyables. Le caillou frappe l'arme de l'officier Abing, ce qui la fait mal fonctionner. La balle perdue atteint la main du preneur d'otage, ce qui le force à crier et à laisser tomber son couteau, libérant ainsi le professeur Calmei. Saisissant l'occasion, le capitaine de police ordonne à son équipe d'intervenir. Les officiers se précipitent et arrêtent rapidement le suspect désarmé, tandis qu'une policière réconforte le professeur Cao Mei, terrifié mais indemne.
Alors que la situation est maîtrisée, Lin Zishan remonte tranquillement sur son vélo. Shen Xingan le regarde avec de grands yeux interrogateurs et lui demande s'il a jeté le caillou. Il la fait rapidement taire en lui disant qu'il devrait partir et en parler plus tard, et il s'éloigne en pédalant. Au moment où ils sont sur le point de s'échapper, une voix leur ordonne de s'arrêter. Le capitaine de police appelle, demandant si Lin Zishan est celui qui a jeté le caillou. Paniqué d'être pris, Lin Zishan nie rapidement tout avec un sourire nerveux. Le capitaine les regarde s'éloigner en pédalant, trouvant étrange que quelqu'un ne veuille pas admettre une bonne action. Il se dit à voix haute qu'il y a une récompense pour la bravoure. Le mot récompense attire instantanément l'attention de Lin Zishan. Ayant besoin d'argent, il freine brusquement, dérape, s'arrête et se précipite vers le capitaine. Il revient timidement sur son déni, admettant qu'il a jeté le caillou et expliquant que l'argent est vraiment important pour lui. Le capitaine lui dit de venir au poste pour faire un rapport, promettant de l'aider à demander la récompense. Après avoir informé leur famille, Lin Zishan et Shen Xingan se préparent à se rendre au poste de police. Ils supposent que tout se passera bien, mais alors que la police emmène le suspect menotté, quelque chose de terrible se produit. Le visage du suspect commence à se tordre grotesquement. La police réalise avec horreur qu'il est un hérétique et qu'il se transforme en un rat aberrant géant juste devant leurs yeux. Le monstre brise ses menottes et se déchaîne, frappant les officiers de ses griffes massives. Le capitaine de police prend sa radio, ordonnant à toutes les forces d'ouvrir le feu, mais de protéger les civils. Les officiers déchargent leurs armes, mais les balles n'ont aucun effet. Un rapport frénétique arrive, identifiant l'hérétique comme ayant fusionné avec le gène du roi des rats et demandant des renforts immédiats. Réalisant le danger, Lin Zetian s'excuse, les attrape tous les deux et les éloigne en les exhortant à courir. Il est soulagé que le monstre ne les poursuive pas, mais c'est qu'ils doivent s'éloigner rapidement. Alors qu'il s'enfuit, une nouvelle silhouette dévale du ciel dans une aura violette. C'est une cyborg féminine dans une armure futuriste élégante. Elle assène un coup puissant au rat géant, le faisant chanceler en arrière. Survolant les airs, la cyborg, une femme aux cheveux courts et violet foncé, commence à charger un canon laser dans sa poitrine. Avec un ordre de tirer, elle libère un rayon massif et dévastateur d'énergie violette qui engloutit le rat mutant. La créature rugit d'agonie alors qu'elle est complètement désintégrée, ne laissant que des restes brûlés. Lin Zishan regarde, stupéfait par l'incroyable puissance du cyborg. La menace ayant disparu, le professeur Kaomei et Shen Xingan poussent des soupirs de soulagement. Lin Zishan, cependant, est plus préoccupé par son vélo, notant avec soulagement que l'explosion ne l'a pas touché, ce qui aurait été une énorme perte financière. Au moment où la tension retombe, il a une réalisation soudaine. Il regarde dans le panier du vélo et voit que la chère viande de calmar fantôme s'est gâtée, dégageant une odeur nauséabonde. Il comprend maintenant que sa théorie initiale était correcte. L'absorption de l'essence de vie fait gâter la viande, mais il y a un délai. Brandissant un tentacule mou, il réalise qu'il a besoin d'une excuse et décide de blâmer le combat et l'hérétique maintenant décédé. Se mettant en scène, il jette le tentacule abîmé, blâmant bruyamment l'hérétique et l'attaque du cyborg d'avoir fait rôtir la viande. Le professeur Kaomei le réconforte, disant que l'important est qu'ils soient tous en sécurité. Bien qu'ils aient prévu de rentrer chez eux, à la demande du capitaine, ils finissent par se rendre à la gare avec l'équipe de sécurité. Ils ne s'attendaient pas à être transportés dans la même camionnette que les restes des hérétiques. Après l'explosion laser, il ne restait qu'un tas de chair brûlée sur un brancard, et l'odeur était intense. Alors qu'il est assis dans la camionnette qui sent mauvais, une autre pensée frappe Lin Zishan. Il se souvient que les crocs de bête de Bexu contenaient encore de l'essence de vie longtemps après la mort de la créature. Une nouvelle possibilité s'offre à lui. Pourrait-il y avoir aussi de l'essence de vie dans ce cadavre? Et si oui, pourrait-il dévorer lui-même le gène du roi rat du cadavre? D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.